Ce que nous allons vous présenter s'appuie sur un travail mené depuis plus de 10 ans maintenant par l'association Prader-Willi France avec le centre de référence du syndrome de Prader-Willi. Ce document n'est pas figé, il évolue régulièrement grâce aux connaissances apportées par la recherche et grâce aux échanges que nous avons lors de rencontres avec des professionnels du monde médico-social. Alors l'objectif de cette présentation est d'apporter un certain nombre de connaissances de base sur le syndrome de Prader-Willi et surtout sur la personne avec un syndrome afin de vous permettre de mieux accompagner ces personnes et leurs familles. Cette présentation comporte 5 modules indépendants. Vous avez le sommaire sous les yeux. Alors ces modules, bien qu'indépendants, il est préférable de les regarder quand même de façon séquentielle. Et ils peuvent être déroulés au rythme qui conviendra. Le visionnage et l'écoute de ces modules doivent vous apporter un socle de connaissances et de repères sur le syndrome de Prader-Willi. Mais ils sont aussi faits pour préparer à des échanges ultérieurs, en présentiel ou en visioconférence, autour de questionnements concrets liés à vos expériences professionnelles. Nous allons donc commencer par ce module 1. Le syndrome vécu. Initialement, c'est une anomalie génétique, puis une histoire singulière, vécue sous le regard des parents, vécue sous le regard des autres, en fait, situation vécue par toute personne en situation de handicap, il est vrai. Histoire faite de frustration, d'interdit, dans un climat d'hypersensibilité, d'anxiété permanente, avec une conscience aiguë d'être différent, d'être dans un monde étranger, difficile à comprendre, et un besoin immédiat et constant d'être aimé, et un besoin de cadre stable, plein de repères. Et cette anomalie génétique, cette histoire singulière, vont façonner une personnalité complexe, disharmonique et avec des comportements très souvent déroutants. Nous allons commencer par aborder quelques données biologiques, cliniques et physiologiques. Le syndrome de Prader-Willi est tout d'abord une maladie qui est là, qui est bien là. Mais la personne n'est pas un syndrome. Il est très important de tenir le syndrome à distance et de s'attacher à la personne. Le syndrome de Prader-Willi est une maladie d'origine génétique rare. On estime sa prévalence à environ 40 naissances par an. Le diagnostic est confirmé aujourd'hui en moyenne à 15 jours de vie. Alors cette maladie est due à une mutation de novo, spontanée, qui entraîne un défaut d'expression d'une petite région du chromosome 15 d'origine paternelle. On retrouve le plus souvent une microdélétion, une translocation ou encore une dysomie uniparentale maternelle. Cette maladie est multigénique, donc selon l'importance de la mutation en cause dans cette petite zone de ce chromosome 15, l'expression de la maladie sera très variable. Et c'est pour ça qu'on préfère d'ailleurs parler d'une personne avec un syndrome de Prader-Willi plutôt que d'une personne avec le syndrome de Prader-Willi. Cette mutation affecte l'hypothalamus et va entraîner des troubles du neurodéveloppement. Il n'y a pas de traitement spécifique aujourd'hui, mais depuis de nombreuses années, les enfants, parfois les adultes, ont accès à l'hormone de croissance, HGH, sur cette diapo. Et ce traitement mis en place très tôt va permettre d'améliorer la composition corporelle, c'est-à-dire l'équilibre masse grasse, masse maigre, et la croissance de l'enfant, mais ne va jamais dispenser absolument d'un contrôle alimentaire et d'une activité physique régulière. Et cette activité physique, elle est absolument indispensable et à instituer surtout dès le plus jeune âge. Je vais maintenant dérouler avec vous le développement d'un enfant qui a un syndrome de Prader-Willi.
Il est important en effet de connaître quelques moments particuliers. Ceci dit, l'histoire de chaque personne est différente, bien heureusement. La génétique est loin de tout définir, de tout expliquer. Mais il y a un certain nombre de signes, de symptômes que l'on retrouve dans le développement des enfants des personnes avec ce syndrome. En premier lieu, la naissance est le premier signe d'alerte qui va orienter vers une recherche génétique du syndrome de Prader-Willi. Accouchement souvent, parfois difficile, siège, césarienne. Les familles, les soignants se trouvent brutalement devant un bébé sans mode d'emploi. Ce nouveau-né, en fait, est comme une poupée de chiffon, une vraie poupée de chiffon. Il ne peut pas tenir sa tête, ses bras, ses jambes ne gigotent pas. Il présente ce qu'on appelle une hypotonie axiale majeure. Ce bébé de plus ne va pas vers le sein, ne cherche pas à téter, il n'a aucun réflexe de succion. L'allaitement, le nourrissage sont très difficiles, voire impossibles. Donc, il y aura évidemment une hospitalisation en néonate, la mise en place d'une sonde nasogastrique pendant un temps plus ou moins long, le temps que ce bébé en fait découvre et apprenne à téter. Pas de pleurs, pas de mimique. On ne peut pas fixer son regard. Les parents sont démunis, aucune interaction spontanée. Ce bébé est endormi, tout le temps endormi. On peut dire en fait que ce syndrome est une maladie du lien. Pas de lien nourricier, pas de lien d'attachement. Donc ces difficultés de vie, on peut le comprendre, vont avoir des conséquences très importantes. Il est nécessaire de mettre en place alors un accompagnement précoce, pluridisciplinaire, et il va falloir énormément solliciter ce nourrisson si fragile et lui faire découvrir, ressentir la vie. En fait, c'est un peu une seconde mise au monde que vont faire les parents. Alors, passé cette phase initiale qui suit les premiers mois de la naissance, période violente, très violente pour tous, finalement, dans la petite enfance, les choses se mettent en place, lentement, mais avancent. Le développement psychomoteur, bien sûr, est retardé, plus ou moins, mais il se comble petit à petit. La communication verbale est retardée ou difficile, parfois inexistante, c'est vrai, mais dans ce cas, le macathon, le langage des signes vont être proposés rapidement et sont souvent bénéfiques. Et puis ce petit bébé, petit à petit, voilà qu'il se développe et que brutalement, autour de 2-3 ans, on est face à quelque chose d'assez surprenant, étonnant. On constate comme un switch brutal avec une prise de poids soudaine et comme un passage d'une anorexie, de cette anorexie initiale, à une hyperphagie. Cet enfant va se développer son intérêt pour la nourriture de façon flagrante et on va aussi être confronté à des colères, premières colères brutales, surprenantes, incontrôlables. La préadolescence et l'adolescence sont des périodes très difficiles, je dirais comme pour n'importe quelle population de jeunes. Ce sont des périodes critiques, des périodes de transition trop souvent ou très souvent mal préparées. C'est là qu'on va voir apparaître ou s'aggraver des difficultés de comportement. Il faut que ces ados, ces adultes, en fait, fassent le deuil de la perspective d'une vie autonome qu'on leur a vendue, à laquelle ils ont cru et qui finalement ne se présente pas. De plus, ils ont une très faible estime d'eux. Ils ne s'aiment pas. On le redira peut-être plus tard. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas avorté quand tu m'attendais? Ce sont des questions que toute maman en particulier entend de son enfant avec ce syndrome.
Et on va donc avoir apparaître les premières crises, ces premières colères très surprenantes, et dans certains cas, des troubles psychiatriques très atypiques. Alors, je reviens sur l'adolescence donc compliquée et douloureuse, très souvent douloureuse. Toutes les adolescences sont généralement des périodes pas faciles, mais dans le cas du syndrome, il y a des déficits hormonaux présents qui font que la maturité sexuelle est souvent incomplète. Le timbre de la voix chez les garçons, le système pileux peu développé. Chez les filles, règles irrégulières ou absentes. Tout cela va rendre difficile la construction d'une image adulte de la personne. Ça va rendre difficile des relations avec les autres, des relations complexes avec leur père. Et quelle est leur sexualité? Quelle sexualité peuvent-ils vivre? Ils ont donc d'énormes difficultés à se construire une image valorisante, à nouer des relations avec les autres, à vivre une sexualité comme les autres. C'est donc source de mal-être et à l'origine de révoltes, de comportements inadaptés et de troubles majeurs du comportement. La liste de tous les troubles somatiques possibles dans le syndrome de Prader-Willi est en fait assez longue. Heureusement, les personnes avec ce syndrome ne vont pas les présenter tous. Parmi les plus spécifiques que l'on peut voir ici, je ne vais parler rapidement que de la tolérance à la douleur, des troubles de la régulation thermique, des lésions de grattage et de la fatigabilité. Il est vrai qu'on retrouve chez la majorité des personnes un seuil de douleur très élevé, ce qui fait que l'on pourra passer à côté d'une fracture, d'entorse ou autre trauma, car la personne ne va pas forcément se plaindre, pleurer, crier, elle ne va même pas dire qu'elle a mal. Les troubles de la régulation thermique sont également très présents. Certaines personnes donneront l'impression d'avoir toujours chaud, en t-shirt toute l'année, et d'autres au contraire seront frileuses, très couvertes. Ainsi, un jour où je tentais de faire retirer un sweat à Séverine, ma fille, en plein juillet, elle m'a arrêtée en me disant « Mais tu ne sais pas encore que je suis isotherme ?» Par contre, ces troubles de régulation thermique font qu'ils ne vont pas présenter ou très rarement présenter des pics fiévreux suite à une infection, une maladie. Il faut donc être très attentif à leur état général. Les pathologies dermatologiques vont être abordées dans la diapo suivante. Enfin, un point important, lié à l'hypotonie initiale, est leur grande fatigabilité résiduelle. Alors, de quelle façon allons-nous tolérer, accepter, comprendre ces périodes où ils vont avoir tendance à se retirer? Il va falloir faire la part entre leur besoin de se reposer ou le désir de se retirer car plus rien ne les intéresse, ne les motive. Un suivi médical régulier est donc indispensable. S'il est vrai qu'un inconfort somatique, même faible, n'est présent et qu'ils ne savent pas exprimer, pourra être à l'origine de colère, d'énervement qu'ils ne contrôleront pas. En fait, pour le dire simplement, quand on est mal dans ses pompes, entre guillemets, on est peu disponible et pas forcément agréable dans ses relations avec les autres. Pour terminer ce module 1, quelques mots sur les lésions de grattage, malheureusement assez fréquentes. Ce sont des grattages réactionnels, c'est-à-dire en réponse à un stress, à une anxiété, à un ennui. Ils démarrent la plupart du temps par un petit bouton de moustique, un petit bobo. Auto-entretenu, parce qu'il y a plaisir à se gratter. Les zones accessibles, bien sûr, sont les plus touchées, les bras, les jambes, au niveau du visage. Et l'intensité et la durée vont varier selon aussi l'état psychologique de la personne. Ils peuvent être profonds, graves, c'est-à-dire atteindre les muqueuses anales, vaginales. Et comme on l'a vu précédemment, ces personnes n'ont pas de sensation de douleur ou à un seuil très élevé. Elles peuvent se gratter facilement et on parle même de libération d'endorphines possible
qui donc leur procurerait un plaisir dans ce grattage. Donc attention au risque d'aggravation, au risque de surinfection d'érysipèle. Que faire? Que faire? Il y a un consensus au niveau mondial, on n'a pas de traitement efficace pour éviter ces grattages aujourd'hui. La seule solution que l'on peut préconiser, c'est qu'il n'y ait pas de surcharge émotionnelle, de rester léger quand on soigne, quand on fait les pansements. En fait, presque faire un pansement comme si vous coupiez des cheveux, les ongles de pied ou de main. Alors attention au moment isolé, où la personne peut se gratter beaucoup plus facilement. Envisagez parfois de mettre des protections, même quand il fait un peu chaud, des manches, des gants, des pansements. Changer d'activité, de groupe, si c'est une histoire, une réponse à un stress, à une anxiété. Traiter l'anxiété, traiter la dépression par un traitement léger, un anxiolytique ou un petit antidépresseur. Pour terminer ce premier module, vous pourrez trouver beaucoup d'infos sur le site de Prader Willi France, comme le guide de pratique partagée, aboutissement d'un travail collectif entre familles, professionnels du monde sanitaire et du monde médico-social, des données médicales aussi regroupées. Et tous ces documents de toute façon sont téléchargeables et les liens sont sur le site. Donc bonne lecture.